Merci, Éminence. Éminence, Excellences, Mesdames et Messieurs, si le monde arabe retient l'attention de la Commission Justice et Paix du Vatican, c'est tout à fait parce que cette commission veut porter l'espérance même dans le monde arabe. Ce monde arabe qui a besoin tellement de notre attention, parce que c'est la zone, si j'élargis un peu et que je le prends dans sa dimension géopolitique de Moyen-Orient, en y incluant l'Iran et la Turquie, on a tout ce qu'il faut pour avoir la zone qui a connu les plus grandes tensions au cours du XXe siècle, et c'est là où il y a jusqu'à maintenant les plus grandes tensions. C'est la zone où il y a le taux de militarisation le plus fort parmi les populations. C'est la zone où il y a le taux de dépenses militaires le plus important par rapport aux dépenses publiques dans tous les pays du monde. Mais c'est également la région où il y a le conflit armé, le conflit ou la guerre la plus longue depuis la Deuxième Guerre mondiale, c'est le conflit israélo-arabe et la question de Palestine. Aujourd'hui, nous sommes intéressés à savoir ce qui se passe dans tel ou tel pays arabe sous l'égide du printemps arabe, mais on sait que derrière tout cela, il y a aussi une question qui était peut-être génératrice de tensions, de sentiments de désolation, de frustration, et qui a peut-être beaucoup contribué à pousser certaines catégories des populations arabes vers le radicalisme que nous affrontons aujourd'hui sous forme d'islamisme radical ou formation takfiri. Je voudrais remonter à la naissance des pays arabes et progressivement, mais je le ferai très rapidement, à la naissance de la Ligue arabe pour voir si cette Ligue arabe avait vocation d'intégrer les peuples arabes et si elle pouvait réussir dans cette tâche. Vous allez vous-même répondre à ma place. Les pays arabes sont nés au lendemain de l'effondrement de l'Empire ottoman. Et c'est à cette date que va s'effondrer l'institution califale. C'est très important parce qu'avant, et même jusqu'à l'Empire ottoman, les Arabes avaient toujours appartenu à des régimes politiques qui relevaient de l'islam. Il y avait un calife à chaque fois et ils relevaient d'un calife. Avec l'effondrement de l'institution califale, avec l'Empire ottoman, les Arabes vont entrer dans une autre logique d'organisation politique. Et c'est très important. Ils vont tourner le dos aux musulmans non arabes et ils vont en principe être appelés à resserrer leurs liens entre eux en tant qu'Arabes. Et donc, à partir de ce moment, vont entrer différents pays arabes dans la modernité à travers l'appartenance à des États. La Ligue arabe va naître en 1944, suite justement à ce désir des Arabes de se retrouver parce qu'ils avaient la langue en commun, la culture en commun, et ils avaient ce sentiment d'appartenir à une même nation, mais il faut noter tout de suite que la religion n'était pas du tout au centre de leur préoccupation à vouloir se réunir. C'était la langue et la culture qu'ils avaient en commun. Et la Ligue arabe, qui compte à ce jour 22 États, 21 qui existent réellement, et le 22e, c'est la Palestine qui attend son territoire. Cette Ligue arabe a eu un moment de très fort succès au début de sa naissance, dans les années 40 jusqu'aux années 50, et progressivement, elle va être secouée par les tensions parce que vont apparaître les intérêts tout à fait contradictoires des régimes politiques dans les différents pays arabes. Et on va voir progressivement monter des mouvements de nationalisme farouche, de nationalisme arabe, qui vont essayer dont les pionniers vont lorgner sur les États. Donc il n'y aura pas beaucoup de respect des frontières des uns des autres. Et au sein de la Ligue arabe, il y aura des divisions multiples et surtout des projets d'expansion de certains régimes dans des pays avoisinants. Je parle nommément du nasserisme qui avait vocation de déployer le nationalisme arabe partout. Je parle du baasisme qui a gagné la Syrie, qui a gagné l'Irak, mais qui avait aussi vocation d'étendre son idéologie nationaliste arabe et en même temps socialiste dans d'autres pays. Et donc la Ligue arabe va être plus ou moins le lieu des préoccupations et des inquiétudes les uns des autres, parce que les pays du Golfe avaient des intérêts de plus en plus importants à protéger.
les autres pays avaient des problèmes qui secouaient à chaque fois leurs économies et il n'y avait pas assez de collaboration entre eux. La Ligue arabe était née pour qu'il y ait plus de coopération, mais les peuples vont progressivement avoir chacun sa trajectoire et ne vont plus être intéressés à ni faire des fusions, ni beaucoup collaborer les uns avec les autres. Et progressivement, il va apparaître des États qui vont être confrontés plus directement que tous les autres au conflit avec Israël. C'est l'Égypte, la Syrie, le Liban et naturellement les Palestiniens qui sont au milieu. Et les autres vont progressivement se désintéresser de cette question. Il y aura des pays qui vont affronter Israël et entrer en guerre plusieurs fois avec Israël, et d'autres vont se replier sur eux-mêmes et construire leur économie nationale. Voilà donc l'état de la Ligue elle-même. Mais parlons plutôt de cette entreprise de modernité politique que les Arabes vont vivre au travers de ces longues années avant d'en arriver au printemps arabe. Parler de modernité politique signifie d'entrer sur un terrain de construction de la citoyenneté au sein d'un État où on est régi par le droit positif. Déjà, il y a deux problèmes qui émergent. En entrant dans la modernité, les musulmans arabes n'avaient pas tout à fait laissé de côté l'islam. Ils l'avaient inscrit dans les constitutions. Ils voulaient être à la fois arabes et musulmans. Mais progressivement, ils vont devenir saoudiens, arabes et musulmans, jordaniens, arabes et musulmans, égyptiens, arabes et musulmans. Donc, ils vont porter trois identités, pas une ou deux, mais trois. Et ces identités vont créer des tensions entre elles, et à chaque fois, c'est l'une ou l'autre qui va gagner. Mais ce type de relation et ce type de tension va déteindre aussi dans leurs relations avec les non-musulmans au sein de l'entreprise nationale. Et voilà que va émerger le concept de minorité. Qui sont les minorités? Les minorités, ce sont les populations arabes qui, au sein de l'islam, ont toujours profité d'un statut privilégié, je dis, de tolérance de l'islam, mais qui étaient assignés à un statut de citoyen passif. Il y a un anachronisme dans mes paroles, parce que quand nous parlons de la période pré-étatique, il n'y a pas de citoyenneté du tout. Il y a une sujétion au sein d'empires. Le premier islam avait été extrêmement tolérant et il avait été innovant, parce que le premier islam du temps du prophète avait donné un statut effectivement privilégié aux Ahl el-Kitab, chrétiens et juifs, et on leur avait accordé la protection en échange d'une jizya, c'est-à-dire d'un tribut qu'ils payaient aux autorités pour être protégés sans avoir à faire leur service militaire, c'est-à-dire le djihad. À l'époque, le djihad était fait au service de la religion, donc ils n'étaient pas du tout appelés à faire le djihad. Ce statut de protection va progressivement les transformer en minorité et en une minorité qui va progressivement aussi devenir marginalisée au sein de l'entreprise nationale. L'entrée dans l'État moderne va créer un dilemme ou deux dilemmes, aussi bien pour les chrétiens que pour les musulmans. Les musulmans auront à réconcilier leur foi avec la citoyenneté qu'ils étaient appelés à construire. Et ils étaient appelés à réconcilier quelque chose qui est difficile à réconcilier, c'est la cité de Dieu avec la cité des hommes. Comment pouvait-on honorer à la fois une organisation de la cité de Dieu et entreprendre la construction d'une cité des hommes? Ce n'est qu'avec le printemps arabe que les choses vont justement se décanter. Quant à leurs relations avec les chrétiens, ils seront trop habitués à les considérer à part, comme s'il fallait leur accorder la protection et c'est tout. Alors que dans la citoyenneté moderne, il faut côte à côte construire des institutions politiques, il faut côte à côte entrer dans la vie active, il faut côte à côte être dans les associations professionnelles. Ni les chrétiens ni les musulmans n'étaient tout à fait habitués à le faire. Les uns étaient installés dans leur statut de minorité, confortablement au début, mais parfois avec inquiétude, et les autres dans les mauvaises habitudes créées dans la période pré-étatique.
Les chrétiens seront sollicités par la suite par des régimes qui seront plus ou moins autoritaires dans le gouvernement, mais qui chercheront à instrumentaliser la proximité des non-musulmans pour prouver qu'ils sont tolérants. Et nous verrons progressivement des régimes comme le régime du président Moubarak, le régime syrien du Baas, se rapprocher des chrétiens. Et la proximité des non-musulmans et la tolérance et la participation des non-musulmans seront presque des instruments de première importance dans la stratégie de ces régimes pour prouver au monde qu'ils sont ouverts et qu'ils font participer tout le monde. Mais il y a un revers de la médaille. Le fait de se trouver à proximité, dans une telle proximité du pouvoir, va très souvent déteindre sur la perception des chrétiens dans les yeux des autres catégories de population. Et c'est ainsi que quand le printemps arabe va arriver, beaucoup de catégories sociales, les femmes en général, parce que ces régimes étaient également favorables aux femmes et faisaient participer des femmes, nommer des femmes ici et là, mais les chrétiens aussi, d'une manière générale, vont se trouver en porte-à-faux avec les mouvements de contestation parce qu'ils étaient un petit peu trop collés au régime politique sortant. Évidemment, je ne devrais pas généraliser, il y a toujours eu des réticences et de la contestation et de l'opposition dans les milieux des chrétiens à l'égard de ces régimes, mais l'image de ces régimes était en général celle de régimes ouverts aux chrétiens et donc tolérants, et on tissait face à cette tolérance une image négative des régimes potentiels qui seraient islamistes. Malheureusement, cette image s'est par la suite réalisée. On a vu que les mouvements de contestation ont fait arriver au pouvoir, dans plusieurs pays, des formations islamistes, les unes se disant modérées, les autres moins modérées. J'aimerais qu'ici, nous fassions très attention à ne pas assimiler les musulmans aux islamistes et à ne pas assimiler tous les islamistes aux takfiri, qui sont des radicaux qui justifient l'utilisation de la violence dans la politique et qui justifient la destruction de la société même musulmane, parce que de leur point de vue, elle n'est plus conforme à la loi divine. Donc, tous les musulmans ne sont pas islamistes et tous les islamistes ne sont pas takfiri, mais d'une manière générale, qu'ils soient modérés ou moins modérés ou radicaux ou exaltant la violence. Les islamistes sont réticents à l'égard de la participation active des citoyens non musulmans à la construction de la cité. Donc, il y a un noir et blanc dans ces questions. Même si on ne prône pas la violence, quand on est islamiste et qu'on veut être littéral dans l'application de la charia, on revient à l'organisation première des rapports chrétiens-musulmans et donc au statut de dhimmitude. Or, dans la citoyenneté moderne, il n'y a pas de dhimmitude, puisque tous les citoyens sont des individus citoyens qui devraient avoir les mêmes droits et obligations dans la construction de la cité. Voilà, c'est le dilemme qui est à la fois un dilemme des musulmans et un dilemme chez les chrétiens. Progressivement, la Ligue arabe va être tout à fait paralysée et l'évolution des pays va se faire d'une manière tout à fait éparpillée. Il n'y aura plus de coordination entre eux. Il y aura à peine une ou deux réunions qui auront du poids dans ce qui a rapport à la question palestinienne, et je parle nommément du sommet de 2002 à Beyrouth, le sommet de la Ligue arabe, qui va initier une action qui n'aura pas de lendemain, malheureusement, au nom de tous les Arabes. Mais à part sur ce point-là, les Arabes seront au contraire partagés sur la nature des régimes, sur les intérêts des différents régimes, et progressivement, malheureusement, avec une coïncidence qui va précipiter la division, l'avènement d'un régime islamiste en Iran va réveiller les préoccupations à caractère sectaire. Et le résultat de ces préoccupations, il est évident dans une des dernières réunions de la Ligue arabe, où le ministre des Affaires étrangères turc était invité à la réunion alors qu'on suspendait le représentant de la Syrie. Le régime syrien était mis au banc de la... Oui, j'arrive à la conclusion. Donc, la Ligue arabe faisait preuve de sectarisme
ou de préoccupations en tout cas sectaires. Et le grand enjeu aujourd'hui, c'est comment trouver un équilibre dans les rapports entre les sunnites et les chiites face à une expansion en cours de la Turquie d'un côté et de l'Iran de l'autre. Dans tout cela, les citoyens arabes, chrétiens et musulmans sont confrontés à un enjeu qui est de taille. S'ils réussissent l'entreprise de construction nationale aujourd'hui, sur la base des agendas qui sont dans la rue, aux mains des manifestants dans différents pays arabes, ils peuvent vraiment être pionniers dans une expérience que des gens de différentes religions peuvent construire ensemble une société politique moderne. Il faut donc les aider. Il faut pour cela que les musulmans acceptent de se libérer de cette vision des minorités, parce qu'il n'y a plus de minorités. Nous n'acceptons pas qu'il y ait des minorités dans la société moderne. Et de l'autre côté, que les chrétiens acceptent de ne plus déserter et émigrer, et qu'ils se cramponnent à leur pays, et qu'ils acceptent de traiter avec les musulmans qui leur ressemblent. Et c'est là tout mon message. Une partie importante des musulmans ressemble aux chrétiens. Ce sont les musulmans modérés qui acceptent, ils l'ont prouvé à plus d'une reprise, de vivre leur foi, mais de construire la cité d'une manière tout à fait séparée de la foi. On les a vus dans la révolution, dans la contre-révolution le 30 juin en Égypte, quand des musulmans égyptiens, 30 millions d'Égyptiens musulmans en majorité, ont pu faire tomber un régime islamiste parce qu'en majorité, le peuple égyptien ne voulait pas d'un régime islamiste au pouvoir. Il faut qu'on comprenne le message et il faut déconstruire les stéréotypes qui nous ont accompagnés depuis si longtemps, aussi bien en Occident que dans les pays arabes, et surtout les perceptions négatives les uns des autres. Nous sommes au seuil d'une nouvelle expérience. Elle peut être accompagnée d'espérance si nous acceptons de lutter au lieu de déserter. Je vous remercie.